l'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Daniel, on parle souvent de la puissance des lobbies, de ces lobbies qui sont partout à Bruxelles, qui instrumentalisent l'Union européenne. Alors, l'Union européenne est-elle à la botte des lobbies ? Alors, un lobby, c'est un groupe de pression qui intervient directement ou indirectement auprès des décideurs politiques afin d'influencer la législation, et ce, au service d'intérêts particuliers. Le lobby, il fait du lobbying. Or, dans les opinions publiques, singulièrement en France, le lobbying a mauvaise presse, assimilé qu'il est au copinage, voire plus, je n'en dirai pas plus, alors qu'à Bruxelles, il fait partie du dialogue externe, institution partie prenante au dossier, et qu'à ce titre, il joue un rôle dans le processus d'élaboration de la norme européenne. Alors, quelle est l'importance réelle du lobbying à Bruxelles ? Aujourd'hui, on considère que Bruxelles est la deuxième place forte du lobbying après Washington, au niveau mondial. Historiquement, le lobbying accompagne la construction européenne. Dès le début, la Commission européenne, dotée du monopole de l'initiative législative, a accordé au groupe une reconnaissance d'expert, ça s'appelle comme ça, et ça lui a permis effectivement de légitimer la création de normes dans les domaines de compétences dévolus par les traités. Avec les élargissements successifs et l'extension des compétences de l'Union européenne, les groupes de pression ou d'intérêt, comme on veut, se sont multipliés pour atteindre aujourd'hui le chiffre officiel, le nombre officiel de 11 000, dont 1 000 sont français. Ces groupes interviennent non seulement auprès de la Commission européenne, mais également du Parlement européen, même si la Commission reste la cible privilégiée. Ils agissent dans des domaines extrêmement divers, l'environnement, l'industrie, les droits de l'homme, la politique régionale, etc. Selon les analystes, les dépenses annuelles de lobbying à Bruxelles s'élèveraient entre 1 à 3 milliards d'euros annuellement. Ces lobbies sont très divers. On y trouve des cabinets de consultants, d'avocats spécialisés, des groupements professionnels, associations syndicales et professionnelles, des ONG, des groupes de réflexion, des institutions académiques, de l'université, des organisations représentant des autorités locales, régionales, des organisations représentant des églises ou des communautés religieuses. Alors, 3 remarques à propos de ces lobbies. Les acteurs défendant les intérêts du secteur privé sont très largement majoritaires. Ce n'est quand même pas une surprise. Les grandes entreprises, en plus de faire appel occasionnellement à un cabinet de lobbying ou d'avocats, ont leurs propres représentants à Bruxelles. Ainsi, Engie, EDF ont une grosse dizaine de lobbyistes permanents à Bruxelles. Et les 3e remarque, les plus gros consommateurs de lobbying à Bruxelles sont les multinationales américaines, parmi lesquelles Philip Morris, Exxon et Microsoft, avec plus de 4,5 millions d'euros de dépenses chacun par an, ce qui n'a pas empêché Microsoft de prendre une amende de 561 millions d'euros en 2013. Alors au total, on a plus de 20 000 lobbyistes, au bas mot, bruxellois, c'est-à-dire autant, sinon plus qu'à Washington. Alors quand même une question, est-ce que ce lobbying est encadré ? Alors aux États-Unis, l'activité de lobbying est encadrée depuis 1946. Dans l'UE, il a fallu attendre la fin des années 2000 pour que s'esquisse une réglementation avec une double volonté. La première volonté, elle est assez nette, c'est la volonté de transparence. Transparence sur les intérêts défendus, par qui, avec quel budget. Et c'est ce qui fait qu'en 2011, la Commission européenne et le Parlement sont tombés d'accord pour établir un registre de transparence commun qui répertorie donc le nom des lobbyistes, l'organisme, les honoraires perçus par le lobbying et les buts. Sauf qu'il y a 2 limites, ce registre n'est pas obligatoire. Il y a de nombreux cabinets d'avocats, par exemple, qui ne sont pas enregistrés à Bruxelles, arguant du fait qu'ils le sont aux États-Unis. Et la 2e limite, c'est que les moyens, notamment de contrôle des déclarations, sont très très insuffisants. En 2016, conformément aux engagements pris par Juncker, en 2014, la Commission a fait proposition d'un registre obligatoire, cette fois-ci, et interinstitutionnel pour les lobbyistes et groupes d'intérêt, qui couvrirait non seulement la Commission et le Parlement, mais qui inclurait aussi le Conseil. On en est là à ce jour. Le 2e axe de transparence, c'est sur les réunions tenues avec les institutions. Depuis 2011, il faut être inscrit sur le registre pour avoir le droit de rencontrer officiellement un commissaire européen ou les membres de son cabinet ou les directeurs généraux de la Commission. Petit problème, ça n'est pas nécessaire pour rencontrer les équipes techniques. Or, très souvent, le lobbying, il s'effectue au niveau technique, au niveau des experts. Depuis le 1er décembre 2014, la Commission publie des informations concernant les réunions tenues avec donc les lobbyistes par les commissaires et les membres de leur cabinet.
Ainsi, on sait que les commissaires au climat et énergie, emploi, croissance, économie numérique et marché financier sont les plus sollicités. Et ceux qui sollicitent, sont l'essentiel des grandes entreprises, Google, Airbus, General Electric. Le deuxième axe de volonté, beaucoup plus hésitant, pour ne pas dire plus, c'est celui qui consiste à établir des règles éthiques élevées, alors entre guillemets, afin de limiter les conflits d'intérêts liés à ce qu'on appelle le phénomène des portes tournantes, c'est-à-dire en fait l'embauche d'anciens dirigeants européens dans des entreprises privées. Alors on connaît la controverse Barroso, qui pour le moment a débouché sur une proposition d'allongement du délai de refroidissement, c'est-à-dire entre le moment où on quitte ses fonctions officielles et où on va pantoufler. Ce délai serait porté de 18 à 2 ans pour les commissaires et à 3 ans pour le président de la commission. Alors, pour finir, l'UE est-elle à la botte des lobbies ? Je crois qu'une réponse globale n'a pas grand sens. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut y regarder dossier par dossier. C'est ce que font d'ailleurs des associations, comme Transparency International ou Corporate Europe Observatory et d'autres, Finance Watch aussi. Et ces associations, finalement, qu'est-ce qu'elles font ? Elles exercent une activité citoyenne de contre-lobbying.